Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui du meurtre de Christine Smart. Elle n'avait que 19 ans lorsqu'elle a disparu, alors qu'elle rentrait chez elle après une fête étudiante. Cette affaire a été résolue récemment, en 2022. C'est une histoire que vous connaissez probablement, mais je souhaitais vraiment vous la partager et retracer avec vous toute la chronologie de cette affaire. Regardons ça tout de suite. Je vais commencer par vous faire le portrait de Christine Smart. Christine Denise Smart est née le 20 février 1977 en Allemagne. Elle a une sœur qui s'appelle Lindsay et un frère qui s'appelle Matt. Sa mère se nomme Denise et son père Stan. C'est une famille vraiment très unie. Christine est notamment très proche de son frère et de sa sœur. Et très jeune, Christine et sa famille ont déménagé aux États-Unis dans la ville de Stockton en Californie. Et toute la famille aime le sport ainsi que voyager. Christine en l'occurrence aime nager et skier, mais elle aime davantage voyager. Elle a voyagé dans de nombreux endroits tels que Londres, le Venezuela et Hawaï. En 1996, au moment de sa disparition, elle a 19 ans et c'est une jeune fille décrite comme amicale, généreuse. Elle est ambitieuse, déterminée et elle aime surtout l'aventure, les défis et profiter de la vie. Pour vous parler maintenant un peu de sa scolarité, en 1995, elle a obtenu son diplôme au Lincoln High School à Stockton. Ensuite, elle s'est inscrite à l'Université de Californie à Santa Barbara, mais elle a ensuite été transférée à l'Université d'État Polytechnique de Californie. Au moment de sa disparition, elle est donc étudiante en première année en architecture dans cette école. C'est une université publique qui se trouve à San Luis Obispo en Californie et Christine vit là-bas sur le campus dans un dortoir universitaire. Et c'est sa mère qui l'a encouragée à aller dans cette université car c'est une école connue pour être sûre, bien classée, avec de bons professeurs. Sauf qu'au cours de cette première année, Christine a beaucoup de mal. Les cours sont difficiles, elle essaie de s'intégrer, mais ce n'est pas facile. Et en plus de ça, sa famille lui manque, car elle se trouve maintenant à presque 200 km d'eux. Christine a donc supplié sa mère de la laisser abandonner ses études, cette école, et d'aller ailleurs, de faire autre chose. Mais chaque dimanche, elle appelait ses parents et chaque dimanche, il l'encourageait à tenir le coup. Il lui disait que les choses allaient s'améliorer. Parlons sans plus tarder de sa disparition. Le drame s'est produit le vendredi 24 mai 1996. Ce jour-là marquait le début du Memorial Day, c'est une fête fédérale qui rend hommage aux militaires américains décédés. Et ce jour-là, la plupart des étudiants sont partis, sont retournés chez eux, tandis que Christine, elle, est restée sur le campus. Sa voisine de chambre et amie, Margaret Campos, est également là. Il s'agit bien de sa voisine de chambre et non pas sa colocataire de chambre. Voilà, c'est une petite précision. En tout cas, ce soir-là, Christine et Margarita quittent le dortoir pour se rendre à une fête à laquelle elles ont été invitées. À l'origine, Margarita n'est pas très motivée à se rendre à cette fête, elle préfère étudier, mais Christine, elle, veut à tout prix se rendre à cette fête, donc elle la convainc. En fait, toutes les deux sont plutôt différentes. Christine est plus, disons, one life, tandis que Margarita est plus introvertie, timide. Christine, en tout cas, la convainc d'y aller, elle lui dit qu'il faut sortir, qu'il faut vivre et que c'est aussi l'occasion de socialiser. Vers 20h30, elles se rendent alors toutes les deux à cette fameuse fête. Sauf qu'une fois sur place, c'est plutôt mort, il n'y a pas vraiment d'ambiance, il y a peu de personnes. Selon Margarita, il y a juste comme 2 personnes qui jouent là aux jeux vidéo et c'est tout. Alors vers 23h, elle décide de partir. Et Christine se souvient d'avoir entendu parler d'une autre fête qui se trouve non loin. Alors elle marche jusqu'à une zone hors du campus où se trouvent des maisons de fraternité, des sororités et des logements résidentiels pour les étudiants.
À ce moment-là, Margarita annonce à Christine qu'elle rentre au dortoir. En fait, Margarita en a marre, elle ne veut pas rester. Alors déjà qu'elle ne voulait pas sortir, puis les maisons de fraternité n'ont pas spécialement bonne réputation non plus. Christine, elle, insiste pour qu'elle reste, mais Margarita repart, donc c'est là que leurs chemins se séparent. Christine est plutôt déçue, mais c'est tout, c'est comme ça ne l'arrête pas pour autant, c'est une jeune fille indépendante, donc elle y va seule, tant pis. Ce fut la dernière fois que Christine est vue vivante. À savoir qu'elle n'avait sur elle aucun effet personnel, ni sa carte d'identité, ni argent, ni clé, ni sac à main, rien. Le lendemain de la fête, la colocataire qui partage la chambre de Christine contacte la police du campus. Car Christine n'est pas rentrée au dortoir de toute la nuit, alors elle est inquiète. Aucune de ses affaires n'a bougé, tous ses effets personnels, son sac à main, son argent, sa carte d'identité sont là. Ses affaires sont exactement là où elle les a laissées. Rien n'a bougé, ni ses vêtements, ni ses produits de toilette, rien. Margarita n'a pas non plus reçu de nouvelles de Christine, donc la police du campus est contactée dans la matinée du samedi 25 mai. Si vous vous demandez ce que c'est la police du campus, en fait ce sont des policiers qui sont employés par l'université pour veiller à la sécurité de l'école. On appelle ça donc la police du campus ou la police universitaire. C'est assez répandu aux États-Unis et aussi au Canada. Et selon Margarita, la police n'a pas semblé sur le coup très concernée, car selon eux, elle a peut-être quitté la ville où elle est restée alors s'amuser quelque part. Car beaucoup d'étudiants quittent le campus, repartent chez eux le week-end, sauf que Christine a laissé elle tous ses effets personnels à son dortoir. Donc comment serait-elle partie, comment aurait-elle quitté la ville sans aucun effet personnel, sans rien sur elle ? Margarita s'est toujours sentie coupable d'avoir laissé Christine, de ne pas être restée avec elle alors qu'elle n'y est absolument pour rien. Elle ne voulait pas sortir, elle n'était pas à l'aise avec ce genre de choses et elle n'aurait vraiment pas pu empêcher Christine d'y aller car c'était vraiment une fille indépendante, aventureuse, très esprit libre. « 48 heures après sa disparition, la police du campus est à nouveau sollicitée. Christine n'est toujours pas rentrée. 48 heures, c'est très long, surtout dans une affaire de disparition. On perd à ce moment-là énormément de temps, d'espoir de la retrouver, mais aussi de preuves. C'est le lundi 27 mai que la police du campus décide d'appeler les parents de Christine. Denis Smart a passé le week-end du Memorial Day à une compétition de natation avec ses 2 autres enfants et elle attendait avec impatience d'avoir des nouvelles de sa fille ce dimanche-là, comme tous les dimanches, mais elle n'en a pas eu. Le lundi 27 mai, Denise et Stan reçoivent alors ce fameux appel de la police du campus de Christine. La police leur demande si leur fille est avec eux car elle n'a pas été vue de tout le week-end. C'est là que les parents apprennent la disparition de leur fille. C'est vraiment dommage d'avoir attendu le lundi pour poser cette question. Ils auraient pu au moins appeler du samedi matin pour s'assurer qu'elle était effectivement bien chez elle. En tout cas, Christine n'est pas chez elle, ses parents ne savent pas où elle est. Ils ont aussi appris que ses effets personnels sont restés dans le dortoir, ce qui forcément est étrange. Paniqués, les parents se sont rendus à la police de leur ville pour déposer un rapport de personnes disparues, mais la police leur a dit qu'il est trop tôt pour ça. Ils ont également répondu que c'est la police du campus qui s'occupe de l'enquête, sauf que nous savons que la police là-bas, pour le moment, elle n'agit pas vraiment, et eux, la police locale de Stockton, ne veut pas agir non plus pour l'instant, ne veut pas prendre en compte le rapport de disparition, donc ça fait quand même beaucoup de barrières. En fait, je pense que la police, à ce moment-là, ne réalise toujours pas qu'il s'agit d'une affaire de personnes disparues et encore moins d'une affaire de meurtre, mais pense encore qu'elle s'amuse quelque part avec des amis. C'est vraiment dommage que cette alerte n'a pas été prise au sérieux. C'est une étudiante, elle n'a que 19 ans et elle n'a pas été vue depuis cette fameuse soirée du vendredi soir. Et là, on est le lundi et personne n'a eu de ses nouvelles. Bon.
Je pense aussi aux parents qui ont passé tout le week-end à s'amuser, à être à cette fameuse compétition de natation, sans savoir qu'à ce moment-là, leur fille avait déjà disparu. Ça fait un choc quand tu apprends la nouvelle et que tu te rends compte que tu as perdu 2 jours pour agir. Et vous verrez d'ailleurs au cours de la vidéo qu'il y a eu d'autres faux pas dans cette enquête et même la police elle-même a admis plus tard avoir commis des erreurs et que le fait d'avoir débuté l'enquête 4 jours plus tard a effectivement entravé l'enquête. De nombreuses preuves ont été perdues. C'est 4 jours plus tard que le rapport de personnes disparues est donc finalement pris en compte, 4 jours plus tard que l'enquête commence. Alors pour commencer, plusieurs personnes présentes à la fête ont fait des déclarations sur ce qu'ils ont vu cette nuit-là. Tout d'abord, Christine a été vue en état d'ébriété à tel point qu'elle s'est évanouie sur la pelouse. On ne sait pas si elle était sous l'influence de l'alcool ou de la drogue et surtout si elle a pris des substances d'elle-même ou si elle a été droguée par quelqu'un. Ensuite, il y a le témoignage de Cheryl Anderson, qui est une amie, une camarade de Christine. Elle a déclaré que vers 2 h du matin, elle et un garçon du nom de Tim David étaient en train de quitter la fête lorsqu'ils ont vu Christine évanouie sur la pelouse. Ils l'ont alors aidée, ils l'ont relevée et ont décidé de la ramener à son dortoir. Il y a quelques minutes à pied, puis en cours de route, ils furent rejoints par un autre fêtard qui s'appelle Paul Flores. Cet étudiant est littéralement sorti de nulle part, il a proposé son aide, alors il a passé le bras de Christine autour de son cou et il l'a aidé à marcher. Et c'est à peu près à ce moment-là que Tim David a laissé Cheryl, Christine et Paul à 3. En fait, lui, il n'habitait pas du tout dans cette direction, donc il est reparti. Paul a ensuite dit à Cheryl qu'elle peut également partir, qu'il va s'occuper de Christine, mais Cheryl est restée. C'est une fois sur le campus que Cheryl a laissé Paul et Christine ensemble. Elle ne pensait pas qu'il y aurait de problème une fois arrivée là. Il ne restait vraiment plus grand chose à parcourir. En fait, il y a plusieurs dortoirs sur le campus et son dortoir à elle se trouvait plus loin, tandis que le dortoir de Paul était le plus proche de celui de Christine. Donc elle est partie et Paul lui a assuré, lui a promis qu'il accompagnerait Christine jusqu'à son dortoir. Et apparemment, en partant, Paul a tenté d'embrasser Cheryl et de la prendre dans ses bras. D'après ce témoignage, Paul Flores est la dernière personne à avoir vu Christine vivante. Il y a ensuite également eu le témoignage d'un ami de Christine qui a dit que lors de la fête, il aurait vu Paul essayer de flirter avec elle. Parlons maintenant un peu de ce Paul Flores, découvrons qui il est et vous verrez qu'il y a des choses très surprenantes. À la suite de ces témoignages, la police s'intéresse donc à Paul. Il est interrogé et il admet effectivement avoir accompagné Christine. Sauf qu'il dit ne pas l'avoir raccompagnée jusqu'à sa chambre. En fait, ils se seraient séparés un peu plus tôt, chacun se dirigeant vers sa propre chambre. Donc, il l'aurait laissé un peu avant. Apparemment, il restait à Christine à peine 40 mètres à faire seul. Donc, il a laissé faire ses quelques pas seul jusqu'à sa chambre, tandis que lui serait également parti vers sa propre chambre. Malgré le fait que ce Paul soit étrange, qu'il soit la dernière personne à l'avoir vue vivante, eh bien les enquêteurs n'ont pas fouillé sa chambre tout de suite. Il aurait été vraiment intéressant de la fouiller, de faire des analyses, peut-être des preuves auraient été trouvées, peut-être des mouvements au cours de la nuit auraient été vus, des traces de Christine, etc. Mais ils ne l'ont pas fait. En tout cas, pas tout de suite. Sa chambre a été inspectée 16 jours après la disparition de Christine. Et c'est vraiment énorme, surtout qu'il a été interrogé il y a déjà de cela 10 jours et la fouille se produit que maintenant. Alors que c'est le principal suspect. Et le problème vraiment dans tout ça, c'est que lorsqu'ils ont pris la décision de fouiller sa chambre, eh bien il est trop tard. En fait, l'année scolaire est terminée, la chambre de Paul est vidée, elle a été désinfectée par l'équipe de nettoyage de l'université, donc toutes les preuves qui auraient pu s'y trouver ont disparu depuis longtemps. Ensuite, un mois à peu près après la disparition de Christine, la police amène
plusieurs chiens au dortoir. Ils amènent d'abord un premier chien seul, ils le font passer par plusieurs dortoirs et une fois dans la chambre de Paul Flores, c'est là qu'il a une réaction. Ils ont ensuite amené les 2 autres chiens et ces 2 chiens ont également réagi uniquement dans la chambre de Paul Flores. Les 3 chiens se sont dirigés vers son lit, vers son matelas. Et rappelons qu'à ce moment-là, la chambre de Paul est complètement vide, nettoyée. Pour autant, les chiens sentent quand même qu'il s'est produit quelque chose. Autre élément en défaveur de Paul, c'est le fait que le lendemain de la disparition de Christine, il a été vu avec un œil au beurre noir et des égratignures aux mains et aux genoux, chose qu'il n'avait pas avant la disparition de Christine. La police lui a alors demandé forcément comment il a eu son œil au beurre noir ainsi que ses égratignures et il a répondu qu'il s'est fait ça en jouant au basket avec ses amis. Sauf que l'un de ses amis a déclaré qu'il avait déjà son œil au beurre noir avant son arrivée au basket. Et à cet ami, Paul lui a raconté une toute autre histoire. À lui, il lui a dit qu'il s'était réveillé comme ça avec cet œil. Paul Flores a alors à nouveau été interrogé suite à ces différentes versions au sujet de son œil. Il a été confronté aux 2 histoires différentes qu'il a racontées et il a admis avoir menti. Il a alors raconté une nouvelle histoire. Cette fois, il a déclaré s'être cogné l'œil au milieu de la nuit alors qu'il changeait la chaîne stéréo de sa voiture. Et il y a encore d'autres choses accablantes contre ce Paul. Son surnom à l'université était Scary Paul. D'autres l'appelaient Chaster l'agresseur parce qu'il était connu pour son comportement déplacé avec les filles. Il pouvait les tripoter, il essayait toujours de les draguer. Il était considéré comme un creeper, quelqu'un d'effrayant. Plusieurs femmes ont aussi fait part d'incidents avec lui. Par exemple, 5 mois avant la disparition de Christine, la police de San Luis Obispo a reçu un appel d'une étudiante vivant hors du campus. Cette étudiante avait appelé la police car un homme grimpait sur son treillis et essayait de pénétrer sur son balcon. Cet homme était Paul Flores, il était ivre et il refusait de partir. Paul était quelqu'un qui buvait énormément, il a été arrêté plusieurs fois pour conduite en état d'ivresse, il a perdu son permis de conduire et lorsqu'il buvait, il pouvait vraiment se montrer odieux. Une autre femme a déclaré que personne ne voudrait être seul dans une pièce avec lui, pour vous dire. Ces femmes n'étaient même pas non plus choquées quand elles ont entendu le lien possible entre Paul Flores et la disparition de Christine Smart. Donc voilà pour son portrait peu glorieux, c'est aussi quelqu'un de solitaire et un jour il a également été arrêté pour agression avec une arme et à la suite de la disparition de Christine, il a quitté l'université apparemment suite à ses mauvaises notes. Cinq mois après la disparition de Christine Smart, Paul Flores est traduit devant un grand jury. En fait, c'est un jury qui est sélectionné pour valider l'accusation ou non avant un procès. Mais l'accusation a été rejetée, les preuves contre lui devaient être trop faibles pour aller à un procès face à un jury. Paul Flores est le seul et unique suspect, tout pointe vers lui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez de preuves. C'est la dernière personne à avoir vu Christine, c'est lui qui l'a accompagnée jusqu'à son dortoir, il a été retrouvé le lendemain de la disparition avec un œil au beurre noir et des égratignures, mais ce n'est pas assez, il faut des preuves solides. Malheureusement, sa chambre n'a pas été fouillée et analysée à temps, et aussi sans le corps de Christine, eh bien c'est davantage compliqué de l'arrêter. Puis quelques semaines plus tard, les parents de Christine contactent James Murphy, qui est un avocat civil local, car ils sont convaincus que Paul Flores est le responsable de la disparition de leur fille. Donc James Murphy a tout de suite intenté une action en justice pour mort injustifiée, puis ensuite pour meurtre contre Paul Flores devant un tribunal civil. Et dans le cadre du procès en civil, il a une nouvelle fois été interrogé, mais sous les conseils de son avocat, il est resté silencieux et il a invoqué le 5e amendement. La seule question à laquelle il a répondu, c'est son nom, mais pour les 27 autres questions, il a invoqué 27 fois le 5e amendement. En fait, le 5e amendement de la Constitution des États-Unis permet à tout citoyen de refuser de témoigner contre lui-même.
Donc cette poursuite a également été abandonnée, toujours en raison du manque de preuves. Un accord de plaidoyer lui a ensuite été proposé. Cet accord disait que s'il plaide coupable d'homicide involontaire et s'il révèle l'emplacement du corps de Christine, eh bien il n'écopera que d'une peine de 6 ans de prison. C'est une offre vraiment très intéressante, mais il l'a refusée. L'affaire est alors restée ainsi et les semaines, les mois et les années ont commencé à défiler. Jusque-là, il s'agissait d'une affaire de disparition, mais en mai 2002, 6 ans après cette disparition, Christine est officiellement déclarée morte. En 2003, la police enquête sur un autre suspect, il s'agit de Scott Peterson. Alors qui est-il? En fait, son épouse Lacey a disparu la veille de Noël 2002 et son torse a été retrouvé dans l'océan Pacifique en avril 2003. Scott a été reconnu coupable de son meurtre et en fait Lacey et Scott avaient tous les deux fréquenté la même université où Christine a disparu. Scott a nié toute implication dans la disparition de Christine Smart et il a finalement été exclu comme suspect car rien ne le liait à sa disparition. Il y a ensuite eu d'autres preuves qui ont été trouvées au fil du temps, au fil des années. Par exemple, un bijou appartenant à Christine a été trouvé dans l'allée de la maison de la mère de Paul Flores. En fait, lorsque Christine a disparu, les parents de Paul, qui s'appellent Suzanne et Ruben, étaient séparés et vivaient séparément. Sauf que 4 mois après la disparition, ils tentaient de se réconcilier. Suzanne alors est allée le rejoindre et c'est là qu'elle a loué sa maison. Elle a loué à un jeune couple et leur enfant. Et un jour, lorsque la mère de famille est en train de laver sa voiture dans l'allée, elle voit quelque chose de brillant qui attire son attention. C'est une boucle d'oreille. La femme a déclaré qu'il y avait une tache sur ce bijou de couleur rouge-marron et cette tache ressemblait à une empreinte digitale. Cette boucle d'oreille a ensuite été remise à un enquêteur et cet enquêteur ne l'a jamais montrée à la famille Smart. Nous avons quand même un bijou avec visiblement du sang dessus, retrouvé dans l'allée de la maison des parents du suspect principal, et ce bijou n'est même pas montré à la famille Smart pour voir si elle correspond peut-être à l'un des bijoux de Christine. Finalement, je ne sais pas combien de temps après, les Smart ont appris l'existence de ce bijou. Ils ont demandé à le voir et il s'agirait bien d'une boucle d'oreille appartenant à Christine Smart. Cet élément aurait pu être un élément de preuve, il aurait pu être analysé et ça aurait lié la disparition de Christine à la maison des parents de Paul, mais le bijou apparemment a été perdu par la police. Et concernant cette fameuse maison de Suzanne Flores, au moment de la disparition de Christine, les enquêteurs ne savent pas que les parents de Paul Flores sont séparés et vivent séparément, donc ils n'ont pas fouillé tout de suite le domicile de Suzanne Flores. Ils ont fouillé uniquement la maison où vit Paul et son père Ruben, et ils l'ont fouillé 2 mois après la disparition. Et malheureusement, les enquêteurs n'ont pas amené de chien renifleur, ce qui est dommage car ils se sont révélés plutôt efficaces pour sentir le dortoir de Paul. Ils n'ont aussi pas amené d'équipe médico-légale et ils n'ont pas non plus fouillé les véhicules de la famille Flores. Ça aurait été vraiment intéressant de fouiller les voitures car si le drame s'est produit dans sa chambre, comment ensuite aurait-il pu déplacer le corps de Christine ? Déplacer un corps, c'est difficile, d'autant plus sur un campus. Donc, un véhicule aurait été très utile à ce moment-là. Il est donc possible qu'il ait pu avoir l'aide d'une personne extérieure. Pour en revenir maintenant à la maison de Suzanne Flores, elle a finalement été fouillée des mois plus tard et même des années plus tard. Elle a été fouillée à plusieurs reprises. Elle a été fouillée pour la toute première fois en mars 1997, 9 mois après la disparition de Christine, mais rien n'a été trouvé. Son jardin a aussi suscité pas mal de réactions, car en fait, peu de temps après la disparition de Christine, ils auraient apparemment fait couler du béton et mis de la terre
Alors on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont trafiqué. Apparemment ils mettaient en place des jardinières. Bon, c'est étrange. Puis sa maison a de nouveau été fouillée 3 ans plus tard, en juin 2000. À ce moment-là, les enquêteurs ont un mandat de perquisition pour fouiller, pour creuser l'arrière-cour, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Ensuite, c'est 7 ans plus tard, en 2007, qu'une petite partie de son jardin est fouillée et il y a une sorte de radar qui rentre dans le sol, qui est utilisé, mais rien n'est trouvé. Suzanne et Ruben Flores ont eux toujours nié toute implication dans la disparition de Christine Smart et c'est autour de l'année 2007 ou 2005 que la famille Flores a porté plainte contre la famille Smart pour détresse émotionnelle. En fait, ça pouvait arriver parfois aux parents de Christine de les suivre en voiture car ils savaient que cette famille, que la famille Flores était impliquée. Donc voilà, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. En tout cas, cette plainte n'a mené nulle part. Au fil des années, Paul Flores a déménagé en Californie du Sud. Il a commencé à cumuler plusieurs emplois et malgré que les années passent, son comportement avec les femmes ne s'arrête pas pour autant. Au cours de ses différents emplois, il a travaillé avec un certain nombre de femmes et nombreuses d'entre elles ont déclaré qu'il les a mises très mal à l'aise. Avec certaines filles, il y avait des moqueries de type sexuel. Il a aussi forcé d'autres filles à l'embrasser. Plus d'une vingtaine de femmes ont fait part d'incidents de nature sexuelle avec lui. Une femme a raconté qu'un jour, elle l'a accompagné jusqu'à l'appartement de sa sœur et que tout d'un coup, il l'a portée à l'intérieur et il a fermé la porte à clé. Elle l'a menacé de crier, alors finalement, il a laissé partir. Une autre femme qui cette fois est sortie avec a déclaré qu'elle est restée avec lui jusqu'à ce qu'il devienne violent physiquement et verbalement. Par exemple, un jour, il a tenu contre son cou un couteau à beurre. Heureusement que son colocataire est intervenu. 4 femmes affirment aussi avoir été droguées puis violées après avoir rencontré Paul dans des bars. Paul Flores n'a jamais été inculpé pour aucun de ces incidents. C'est en 2011 qu'un nouveau shérif du nom de Ian Parkinson reprend l'affaire. Depuis que ce shérif a pris ses fonctions, il y a eu pas mal d'actions, de mouvements. Les enquêteurs ont creusé les flancs des collines, ils ont fouillé les maisons et les propriétés de tous les Flores, ils ont saisi les ordinateurs de Paul Flores, ils ont fouillé son téléphone portable, ses SMS. Il y a eu en tout 23 mandats de perquisition faits, 96 entretiens et 258 éléments de preuve supplémentaires de collecter. En 2016, durant plusieurs jours, des fouilles ont lieu autour du campus. Des objets ont été trouvés, ils sont ensuite partis en analyse. Mais en 2020, les différents éléments découverts faisaient toujours l'objet d'une enquête, donc on ne sait pas si ces éléments sont réellement liés à l'affaire Smart. Nous sommes maintenant en 2020, une perquisition est effectuée au domicile de Paul Flores à San Pedro en Californie, ainsi que chez sa mère et son père. Dans la maison de Paul, les enquêteurs trouvent des vidéos et des photographies sur son ordinateur, le montrant en train d'avoir des relations sexuelles avec au moins 10 femmes différentes et apparemment dans divers états de conscience. Des drogues du viol sont également trouvées. Puis, peu de temps après ces perquisitions, un témoin fait une déclaration pour le moins surprenante. Ce témoin a déclaré que 4 jours après que les enquêteurs ont fouillé les 3 maisons des Flores, Ruben ainsi que son ex-femme Suzanne ainsi que son nouveau petit ami Mike McConville étaient en train de trafiquer, de faire quelque chose sous la terrasse de la maison de Ruben dans la nuit. Alors on n'a pas plus d'éléments, on ne sait pas exactement ce qu'ils faisaient tous les 3 en pleine nuit sous la terrasse, mais ils faisaient une drôle d'activité. Une caravane aurait également été vue et utilisée cette nuit-là. Concernant cette terrasse, plusieurs témoins ont aussi déclaré que les Flores les empêchaient de regarder autour.
Un jour, Ruben aurait aussi refusé à un plombier de passer sous la terrasse car il avait une fuite dans sa cuisine et le plombier devait passer en dessous pour pouvoir réparer, sauf que Ruben aurait refusé. Un homme qui louait une chambre chez Ruben a aussi déclaré que la porte d'accès menant sous la maison était toujours cadenassée. Il a aussi dit qu'il n'a jamais vu Ruben ouvrir la porte. Que cachait-il sous cette terrasse ? C'est en 2021 que l'affaire bouge enfin. En mars 2021, grâce à un nouveau mandat de perquisition, la maison de Ruben Flores est fouillée. Les enquêteurs sont accompagnés cette fois de chiens renifleurs ainsi que d'un radar qui pénètre dans le sol. En fait, suite à la déclaration du témoin qui les a vus trafiquer quelque chose sous la terrasse de Ruben, eh bien les enquêteurs ont décidé d'aller voir, de fouiller, et ils ont bien fait car ils ont trouvé des preuves. Ils ont découvert la présence de sang humain. Alors malheureusement, le sang était bien trop dégradé pour une quelconque analyse, mais ils ont aussi découvert des fibres de différentes couleurs dans le sol. Ces fibres correspondent aux couleurs des vêtements que Christine a portés pour la dernière fois. Et il y avait également une perturbation du sol de la taille d'un corps humain. En fait, la terre a récemment été perturbée, bougée, et cela de la taille d'un corps. Il est donc possible que les restes de Christine étaient enterrés juste là, sur la propriété du père. À ce jour, aucun reste ne s'y trouve, donc Ruben, son ex-femme et le petit ami de son ex-femme auraient déplacé le corps. En avril 2021, les enquêteurs ont décidé qu'ils avaient assez de preuves pour accuser Paul Flores, alors âgé de 44 ans, du meurtre de Christine. Ils ont également arrêté son père, âgé lui de 80 ans, de complicité. Alors pas pour complicité de meurtre, mais complice d'avoir aidé son fils après le meurtre à cacher le corps de Christine. Je ne vais pas trop m'attarder sur le procès. Le procès a duré 3 mois, toutes les preuves, les fouilles ont été évoquées. Il a également été évoqué son comportement de prédateur, des abus qu'il a fait subir à d'autres femmes. Il est clair qu'il a violé de nombreuses femmes durant toutes ces années. La drogue du violeur a été retrouvée chez lui, ainsi que des vidéos avec des femmes qui n'étaient pas dans leur bon état. D'ailleurs, dans un rapport se trouve la déclaration d'une dizaine de femmes qui racontent les agressions sexuelles et le comportement de Paul Flores avec elles durant ces 25 dernières années. Et il est possible que d'autres femmes encore ne se soient pas manifestées, mais ont également subi les abus de Paul Flores. Concernant la nuit de la disparition de Christine Smart, alors forcément on ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé cette nuit-là, mais on suppose que Paul a ramené Christine dans sa chambre et qu'il l'a tuée pendant qu'il a violé ou tenté de la violer. Son avocat a lui tenté d'imputer à nouveau le meurtre sur Scott Peterson. Paul et Ruben Flores ont tous les deux plaidé non coupables des accusations portées contre eux. À la fin du procès, Paul Flores a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et il a été condamné à la perpétuité avec une période de sûreté de 25 ans de prison. Le juge l'a qualifié de cancer pour la société. Quant à Ruben Flores, un jury l'a acquitté de l'accusation de complicité. Quant à Suzanne Flores et son petit ami, eh bien eux n'ont jamais été inculpés de quoi que ce soit dans cette affaire. C'en est terminé pour cette affaire, c'est une histoire vraiment très tragique, il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà malheureusement il y a le fait que la police a pris beaucoup de temps pour commencer à enquêter, il y a le fait que cette affaire a pris 25 ans à être résolue alors qu'il y a eu quand même de nombreuses perquisitions. Pour autant, personne n'a fouillé sous la terrasse de Ruben Flores. Aussi, Paul Flores est un vrai prédateur qui aurait dû être arrêté bien plus tôt. Très jeune, à 19 ans, il forçait déjà les filles, il y avait de nombreux incidents contre lui, et même si la police avait déjà été appelée à son sujet, eh bien jamais il n'a été arrêté pour quelconque méfait contre une fille. Quelques mois après sa condamnation, en août 2023, Paul Flores a été hospitalisé après avoir été agressé en prison. Concernant le corps de Christine Smart, il n'a jamais été retrouvé. Alors, savoir Paul Flores en prison est une bonne chose évidemment, sauf que les parents, eux, n'ont pas fini leur combat.
Les restes de leur fille sont encore quelque part dans la nature. Et tout au long de l'enquête, durant plus de 20 ans, les parents ont effectué de nombreuses démarches pour retrouver leur fille. Le père de Christine descendait et parcourait tous les sentiers qu'il pouvait. Il allait n'importe où, il traversait des tunnels, il fouillait sous des ponts. Il était à la recherche du corps de sa fille. C'est affreux. Ils se sont aussi longtemps sentis ignorés et délaissés par la police. Une bourse du nom de Christine Smart a été créée par sa famille pour fournir une aide financière à des étudiantes. Sa disparition a également donné lieu à une législation, la Christine Smart Campus Security Act, qui oblige les polices de campus à agir rapidement et à contacter rapidement la police locale. C'est tout pour aujourd'hui, cette vidéo est plutôt longue mais tellement intéressante, j'espère qu'elle vous a plu, surtout prenez soin de vous, faites très attention à vous, soyez prudents et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.